Si, ça y est, on y arrive. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler de l'eau à Grimaud, de sa gestion, de son histoire jusqu'au 19e siècle. Donc quand vous prenez, voilà, quand vous promenez aujourd'hui à Grimaud, vous rencontrez ce genre de fontaines qui sont très agréables, surtout quand il fait chaud, mais en fait qui sont totalement fausses par rapport à l'histoire de cette eau dans ce village perché. Ça donne l'impression qu'il y a des sources dans tous les coins de rue, alors qu'en fait, Grimaud a manqué d'eau depuis toujours. Grimaud, vous connaissez, se situe à peu près 150 mètres pour sa partie la plus haute, au-dessus de la plaine, et donc est situé sur le coteau sud de la colline, et toute la partie supérieure, là voilà le cadastre napoléonien, 1813, toute la partie supérieure, donc au niveau du château et au niveau du noyau médiéval, ici, vous n'avez absolument pas d'eau. Aucune source, aucun puits, ce qui a posé des problèmes très rapidement, notamment à partir du XVe siècle. Et au niveau du Point Rouge, vous avez la premier puits, citerne, que l'on peut trouver, qui s'appelle le puits du Cros, qui est aujourd'hui sur une terrasse de restaurant, et la fontaine que vous avez là, bien évidemment, n'est pas historique, mais en dessous, vous avez les vestiges d'un puits qui fait 2-3 mètres de profondeur, taillé dans le rocher, et qui permet d'avoir un peu d'eau. Le deuxième point d'eau public de Grimaud, c'est la fontaine du Gacharel, qui se trouve, vous le voyez, un peu plus bas, en altitude, et qui, lui, est bien plus important. Donc aujourd'hui, il ressemble à ça. Il faut savoir que jusqu'en 1840, c'était simplement un puits. La fontaine et la pompe seront installées un peu plus tard. Donc ce sont les deux seuls puits publics du village. Vous imaginez bien que ça n'a pas servi, ça n'a pas été suffisant pour avoir de l'eau et alimenter en eau la population. Donc ils sont allés chercher un peu plus bas le reste de cette eau. Donc vous avez quatre points importants. Le premier, vous le voyez, c'est la fontaine des morts, qui est ici, qui se trouve actuellement sous la maison de retraite. Le bon puits qui se trouvait près de la chapelle Saint-Roch. Fontuno qui se trouve vers les cimetières et les parkings. Et puis surtout la Fontcouverte qui se trouve ici. Donc le premier, c'est ici la fontaine des morts. Donc c'est une photo ancienne. Malheureusement aujourd'hui, cette source se trouve dans un terrain privé. Donc sur la photo, vous remarquez là ici une source voûtée qui ne l'était pas jusqu'en 1800. Jusqu'en 1800, c'était sans doute une sorte de trou d'eau. Et en 1800, la municipalité s'inquiète de cette situation et donc va faire recouvrir la source par une voûte. L'autre que vous connaissez sans doute si vous descendez à pied au pont des Fées et sous les parkings, c'est Fontun, qui est ici. Donc c'est une source couverte. Autrefois, il y avait une porte, aujourd'hui une grille. Vous remarquez juste à côté un petit abreuvoir avec une pompe, les vestiges d'une pompe ici, et qui se trouve quand même à quelques centaines de mètres du centre du village. Donc quand les personnes voulaient chercher de l'eau, il fallait qu'ils arrivent jusqu'ici. Ensuite, on a des puits, donc je viens de parler des puits publics, il y a quelques puits privés qui se trouvent notamment dans le quartier du Gacharel. Là, c'est un exemple, c'est un puits qui se trouve dans l'actuel musée du patrimoine, qui fait 3 mètres de profondeur, presque 2 de large, et qui était autrefois situé dans un jardin. Lors du passage de la route dans les années 1860-70, ce jardin a été coupé et des habitations sont venues s'installer. Donc le puits qui était autrefois dans le jardin va se retrouver dans les maisons. Mais c'est un puits qui fonctionne. Pour l'avoir vu fonctionner pendant des années quand j'étais au musée, 2-3 jours après les grosses pluies, le niveau d'eau de ce puits montait, voire carrément débordait. Donc on avait là un puits qui fonctionne. Donc j'ai pas précisé, mais vous en doutez que l'ensemble de ces puits que je viens de vous montrer sont alimentés par des eaux de ruissellement des terrains supérieurs.
qui n'est pas très évident et pas très régulier selon les situations. En revanche, quand on descend de quelques centaines de mètres sous le village, on arrive à la Fontcouverte. Vous connaissez peut-être aujourd'hui ce nom. Il y a une résidence La Fontcouverte, mais voilà le bâtiment. Donc vous avez un bâtiment du 19e, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là ici. Et derrière, là, vous avez un puits. Et à cet endroit-là, vous avez une source qui était autrefois publique, qui est aujourd'hui privée. J'ai eu la chance d'aller faire des relevés, puisque le propriétaire se posait la question quelle était cette chose-là qu'il avait dans son jardin. Et en fait, quand on descend dans ce trou-là, on a ce que j'ai reconstitué ici, les vestiges d'un petit abreuvoir qui a alimenté en eau le village pendant très longtemps et qui a nécessité beaucoup de travaux d'aménagement de la part de la population parce que les terrains sont pentus à cet endroit-là et avaient tendance à s'écrouler tout autour de la source. Donc il faut imaginer que le terrain, le chemin communal était à peu près 2 mètres en dessous de la partie actuellement de ce niveau-là. Donc c'est une source qui aujourd'hui est totalement tarie et qui ne fonctionne plus comme certaines autres dont je vais vous parler. Donc vous imaginez bien que face à ce manque d'eau des seuls 2 puits publics et quelques sources alentour, ce n'est pas suffisant pour une population qui croît et qui a besoin d'eau pour fonctionner. Donc à partir sans doute du XVe siècle, eh bien, les habitants du village vont chercher une source abondante, régulière, qui coule même en été. Donc leurs recherches vont les mener rapidement au nord du village, dans le vallon sous les Vernades. Vous le voyez, là, c'est un extrait de la carte géologique. Vous remarquez cette belle faille, ici, Grimaud est là. Donc vous avez une belle faille donc ce sont des terrains qui jouent les uns contre les autres, et donc on a au centre cette faille, et la faille est donc constituée d'un broyat de matériaux qui va capter l'eau et qui va pouvoir concentrer l'eau, et il se trouve en plus qu'on est dans un vallon. Donc c'est à cet endroit-là que les Grimaudois repèrent une source suffisamment élevée en altitude pour pouvoir être canalisée, pour pouvoir amener l'eau jusqu'au village. Voilà sur une carte géologique, sur une carte IGN, pardon. Donc vous avez au niveau du point la source qu'on appelait au XVIIe siècle, la source de la ville, et puis ensuite la source de Pancao. Donc la source, là, ce système va être simplement canalisé entre la source et ici la crête qui est au-dessus du vallon de la Garde. Et puis ensuite, par un autre système, l'eau passera ce vallon pour arriver jusqu'au village en dessous. Donc c'est un système qui est assez complexe. Je vais vous le détailler. Là, voilà une photo prise du château. Sous la flèche, vous avez la localisation, donc derrière la crête, la localisation de la source de Pancao. Et là, quand on est sur la crête, au niveau de la flèche à nouveau, dans le vallon, vous avez la localisation de cette source. Donc cette source est tarie depuis des années. J'ai interviewé l'ancien propriétaire de ce terrain qui me racontait que quand il était jeune, il plantait du cresson dans les bassins qui récupéraient l'eau de cette source-là. Et aujourd'hui, quand on se rend sur place, avec beaucoup de difficultés, voilà ce que l'on trouve, quelques vestiges de murs et beaucoup de végétation. La totalité de la source est tarie. J'ai eu deux hypothèses en discutant avec les propriétaires et personnes alentour. Soit ça arrive, hein, le terrain bouge et la source petit à petit se tarit, soit ce sont des forages qui ont eu lieu au-dessus. Il y a des villas qui se sont installés et donc auraient percé et récupéré l'eau qui sortait autrefois à cet endroit-là. Toujours est-il qu'à partir du XVe, XVIe siècle, ils vont donc utiliser cette eau pour l'amener jusqu'au village.
Donc dans un premier temps, sur les 1,9 km, ils vont simplement utiliser la force de la gravité. Donc on va avoir un système, vous le voyez ici, de tuiles mises les unes à côté des autres en canalisation, protégées par une seconde tuile, le tout maçonné ou en tous les cas enterré pour éviter que l'évaporation et autres matériaux viennent se mettre à l'intérieur. La tuile du bas, je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, c'est une tuile qui est vernissée, donc ce n'est pas rien non plus. La tuile du haut, par contre, est très simple. Donc ce cheminement gravitaire va traverser donc les terrains qui sont quand même assez pentus. Donc à certains endroits, on a simplement des petits murets qui vont supporter cette canalisation. À d'autres, quand on a du rocher affleurant, vous le voyez ici, c'est la canalisation, le passage de la canalisation est taillé dans le rocher. Aujourd'hui, il en reste quasiment rien, puisque les terrains étant très pentus, beaucoup de cette canalisation a dévalé à la pente, et donc c'est extrêmement difficile de trouver des traces entre la crête et la source. Encore un autre vestige de ce petit muret, et je ne sais pas si vous avez bien distingué, là vous avez les vestiges des tuiles qui font à peu près une soixantaine de centimètres et qui sont emboîtés les uns dans les autres. Encore une autre vue de petits murets effondrés. Et il ne reste rien de cette canalisation. Alors une fois que l'eau arrive au niveau du vallon de la Garde, se pose un problème technique, vous le voyez. Là où j'ai pris la photo, donc on est à l'extrémité de cette canalisation simplement gravitaire, et se pose le défi de passer en face au niveau du village. Vous voyez le clocher ici. L'objectif, c'est donc de traverser ce vallon qui fait à peu près une centaine de mètres de profondeur pour remonter de l'autre côté. Voilà une autre vue prise depuis le château. Donc le point jaune, c'est l'endroit où arrive la canalisation. Le défi, c'est de faire descendre cette eau jusqu'en bas pour le faire remonter jusqu'au village. Donc, ce ne sont pas des Romains, ils ne vont pas construire un aqueduc traversant la totalité du vallon, donc ils vont mettre en usage le principe des vases communicants. Vous connaissez le principe, vous prenez un tuyau étanche, vous mettez de l'eau d'un côté et les deux niveaux vont s'équilibrer. Donc voilà, il faut reporter ce principe à grande échelle. Donc l'idée, c'est de créer une canalisation étanche qui va donc partir de la crête, descendre le vallon, remonter le vallon jusqu'au village. Donc dans un premier temps, on va avoir un réservoir qui va capter cette eau qui arrive de manière gravitaire. Voilà à quoi ressemble ce réservoir. On l'appelle le puits des Fées. Donc c'est une sorte de puits, effectivement, avec, vous le voyez sur la droite, un fond un peu particulier qui va en fait capter les sables, les terres et autres déchets qui pourraient arriver dans ce réservoir et rester au fond, puisqu'on a, à cet endroit-là, là il faut avoir de bons yeux, vous avez le début d'un borneau. Parce que forcément, pour faire une canalisation étanche, ils vont utiliser des borneaux. Les borneaux, vous savez, ce sont des tuyaux, je vous en montre un, voilà. Ce sont des tuyaux en terre cuite d'une trentaine de centimètres. Pour ceux du vallon du Pont des Fées, ils sont vernis en vert. Et là, c'est un exemple de borneaux que vous pouvez voir en passant à Ramatuelle. Hein, il reste encore des endroits où vous avez des borneaux comme ça qui sont emboîtés les uns dans les autres. Je reviens à ma photo précédente. Donc, à la base de ce puits, de ce réservoir, vous avez donc le départ d'une canalisation forcée qui est donc constituée de borneaux, englobés dans de la chaux, protégés par des tuiles, le tout recouvert de rochers. Voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est une photo que j'ai prise au niveau du Pont des Fées. Ça fait une coupe. Donc vous avez le borneau ici, avec son vernis vert, une gangue de chaux protégée par une tuile en dessus, une tuile en dessous,
et le tout dans un massif rocheux. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur la partie nord de la descente. Donc c'est un grand mur qui fait à peu près 1,20 m de large et qui contient donc cette canalisation. Voilà un détail. Donc la canalisation part de là-haut. Le puits est situé ici. Le réservoir d'origine est situé ici. La canalisation, théoriquement, va descendre jusque-là. Aujourd'hui, il reste quelques vestiges de cette canalisation. Alors je précise que l'ensemble de ce que je viens de vous montrer se trouve sur des terrains privés. Donc pareil, demandez, si vous devez visiter ces lieux, demandez l'autorisation aux propriétaires. Donc la canalisation arrive au fond, au niveau de la garde, et donc se pose le problème, comment est-ce qu'on traverse ce ruisseau, et donc ils vont construire ce qu'on appelle aujourd'hui le pont des Fées. Donc c'est un pont qui a été construit spécialement pour le passage de cette canalisation. Vous voyez ici, donc là ce sont les vestiges bien évidemment, vous voyez ici les vestiges de ce mur qui supporte la canalisation qui se trouve ici. Voilà une autre vue. Le pont ici, le mur, la canalisation ici, et en face, les vestiges du mur avec sa canalisation à son sommet. Donc il faut imaginer que la canalisation traversait bien évidemment, et donc entre les deux, il y avait un mur. Voilà encore une autre vue, et j'ai reconstitué grossièrement à quoi ça pouvait ressembler. Vous avez la canalisation qui descend, qui est supportée aujourd'hui par ce mur ici, et puis là, vous aviez autrefois un mur qui permettait de faire passer la canalisation. Le pont donc traverse la garde et la canalisation remonte vers le village. Vous le voyez là, le rocher est taillé là aussi pour supporter cette canalisation que l'on retrouve quasiment jusqu'au parking. Ensuite, on perd sa trace, forcément, il y a eu des aménagements importants au niveau des parkings sous le moulin. On perd la trace. Par contre, on peut la repérer encore sur le cadastre napoléonien. Vous avez donc là, ici, la rivière, le pont des Fées qui n'est pas matérialisé, mais qui se trouve ici. Et quand on regarde, on voit en fait les limites de parcelles qui peuvent totalement se poser sur ce tracé de la canalisation du pont des Fées. En bas, là, ici, vous avez la chapelle Saint-Roch. Sur une autre feuille du cadastre napoléonien se trouve la chapelle Saint-Roch. Et l'eau, donc, devait arriver jusqu'ici. Après se pose la question, à quel endroit arrivait cette source, l'eau de cette source, sans doute une fontaine importante, parce que vous avez vu les dépenses d'énergie et de matériaux pour construire l'ensemble. Ils n'ont pas dû installer une simple petite fontaine dans un coin, mais sans doute quelque chose d'assez majestueux pour faire arriver cette eau dans le village. Donc quand on regarde le cadastre, quand on regarde les altitudes, parce que là on est à peu près une centaine de mètres, il faut qu'il y ait un lieu suffisamment important pour à la fois supporter une citerne, parce que l'eau arrivait dans une citerne et l'eau était ensuite amenée à la fontaine. Et donc quand on croise l'ensemble de ces informations, on arrive à une hypothèse. Alors ça reste une hypothèse en attendant de trouver mieux. Une hypothèse, devant la mairie actuelle, on avait autrefois des jardins. Probablement qu'on aurait pu avoir l'arrivée de cette fontaine à cet endroit-là. D'autant que lors de travaux dans la mairie, on signale au devant de la mairie la présence de citernes dans les actuels jardins. Donc le jour où il y aura des travaux devant la mairie de Grimaud, il faudra être assez attentif. Peut-être qu'on trouvera les vestiges de cette canalisation. Pourquoi pas? Là, une fois de plus, malheureusement, les archives sont très très rares et on a peu d'informations à ce sujet. Voilà, c'est une hypothèse qui reste à vérifier. Alors pourquoi est-ce que ce système s'est arrêté? Parce qu'aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Il a dû fonctionner, s'il a fonctionné, il a dû fonctionner une centaine d'années. Là, pareil, on n'a pas d'informations sur la fin. Une des hypothèses les plus probables, ce sont les crues. Vous connaissez nos torrents
qui sont très, très gentils à certaines périodes et qui peuvent être plus importants à d'autres. Là, voilà la garde lors d'une crue de 2010. Sur le pont des Fées se trouvent deux marques de crue, une ici et une plus discrète de ce côté-là. Je les ai signalées par ces deux traits rouges. On est à peu près à 4 mètres de hauteur de la base du pont. La première, on n'a que la date, on a le 25, mais on n'a pas du tout l'année. Et l'autre, c'est 1901. Donc on a les dates de ces deux crues. Alors il est probable, vous avez vu le système que je viens de vous présenter, donc on a un mur qui est perpendiculaire au sens du courant. On peut imaginer que lors d'une crue plus importante, eh bien, ce mur ait été affaibli ou emporté carrément, et impossible de réparer ces systèmes de borneaux en céramique. Donc le système a dû s'arrêter à ce moment-là. Donc comment est-ce que les habitants du village ont fait pour à nouveau avoir de l'eau? Eh bien, ils ont repris sans doute leurs habitudes anciennes de capter l'eau de pluie, tout simplement, dans des citernes. La plus ancienne citerne que l'on connaît à Grimaud se trouve au niveau du château. Quand vous rentrez dans le donjon actuel, vous avez l'impression que vous rentrez dans une prison puisqu'il y a des grilles. En fait, les grilles ont été installées juste là pour éviter que le public ne continue à dégrader l'ensemble de l'espace. Mais c'est une ancienne citerne. Cette citerne, vous la voyez ici. Donc, le mur... L'ensemble des murs ont été enduits d'un enduit à chaud assez important. Et au niveau, si vous levez les yeux, vous allez voir les voûtes. Et au niveau des voûtes, là, vous avez deux trous qui permettaient de recueillir l'eau de pluie des toitures du château. Même principe dans le village. Donc des citernes à eau qui sont installées chez les particuliers, dans les habitations. Donc principe on récupère l'eau de pluie qui va être orientée en général en sous-sol dans une citerne à eau. Alors on a toutes sortes de tailles de citernes à eau, ça peut aller de 2 mètres cubes jusqu'à 50. Alors aujourd'hui, il est très difficile de repérer ces citernes à eau puisque le système a été arrêté au début du XXe siècle. Et en général, dans les caves, on réutilise les espaces, on casse les citernes à eau pour réutiliser les espaces. Mais malgré tout, j'ai réussi à inventorier une quinzaine de ces citernes, plus ou moins photogéniques, donc j'ai mis juste quelques photos. Alors voilà le débarras d'une cave, et on remarque déjà que l'ensemble des murs sont lisses. On remarque un trou ici qui se trouve là, et qui en fait permettait de recueillir l'eau de pluie, mais aussi de puiser au premier étage grâce à un seau, un système très simple. Et au niveau du sol, on remarque des maçons non vernissés qui devaient sans doute recouvrir l'ensemble. Donc voilà un peu les vestiges que l'on trouve. Donc si de votre côté, là c'est un appel que je vous lance, vous avez ce genre de choses dans vos maisons ou dans vos pérégrinations, n'hésitez pas éventuellement à me le signaler, qu'on puisse faire un inventaire de ces derniers vestiges de citernes à eau. Voilà à quoi ça peut ressembler chez un autre particulier. Donc vous avez la citerne au fond, ici, et puis là, une surverse qui permet de laisser s'échapper l'eau dans le jardin qui se trouve devant. Vous constatez bien que c'est quand même assez rudimentaire comme système pour avoir de l'eau dans un village qui se veut moderne et qui grossit. Il faut absolument que la population puisse avoir de l'eau courante à sa disposition. Les systèmes de récupération d'eau de pluie ne sont pas satisfaisants. On récupère de l'eau qui peut stagner durant plusieurs années. Donc la population, à un moment donné, notamment autour du fin 19e, début 20e, va réclamer va réclamer auprès de la population et du préfet l'installation d'un système pour amener de l'eau. Les années 1840, il y a eu pas mal de sécheresses. La municipalité va équiper les puits. Ah mince, fais-moi signe Bernard. Donc on va équiper les puits d'une pompe, mais l'appareil c'est pas suffisant. La municipalité va demander la remise en place du pont des Fées. Ça coûte trop cher.
le système va être présenté un nouveau système pardon, va être présenté à la municipalité. Non plus le système d'aller puiser l'eau dans une source, mais de récupérer l'eau dans la nappe phréatique qui se trouve entre Grimaud et Cogolin. Ce système est approuvé, va être installé dans les années 1885-86. Actuellement encore, l'endroit où il y a eu ce premier puits dans la nappe phréatique se trouve encore l'usine des eaux. L'eau était montée par une machine à vapeur jusqu'au château. On découvre ici encore la trappe dans laquelle l'eau arrivait, donc dans une grande citerne, qui était ensuite répartie dans le village et arrivait à ce que vous voyez là, le monument des eaux, la fontaine monumentale d'aujourd'hui, que vous voyez ici, et qui va donc célébrer en 1886 l'arrivée de l'eau enfin à Grimaud. Sur cette façade-là, vous remarquez les cornes d'abondance qui vont marquer là, voilà, enfin cette eau courante qui arrive dans le village, donc avec des fruits et des légumes en abondance. Et l'eau qui arrive à cette fontaine-là n'est pas perdue et va être canalisée pour alimenter un lavoir qui se trouve, premier abreuvoir du village, qui se trouve donc près de la font couverte actuellement. Et enfin, quand vous approchez de cette fontaine monumentale aujourd'hui et que vous allez derrière, vous remarquez une dédicace pas commune à la municipalité de Grimaud, la population reconnaissante. Donc la population de Grimaud va remercier la municipalité de Lucien Bock d'avoir permis la réalisation et l'arrivée de cette eau courante en 1886 dans le village. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je pense qu'on fera les séances de questions un peu plus tard. Merci beaucoup.